Je savais qu'il passait par des moments difficiles, à cause de la disparition de Warda dont il était sans nouvelles depuis des mois. Je voulais qu'il s'éclatât. Rien ne vaut une soirée déjantée pour se requinquer. Il accepta à condition qu'il se présentât tel quel, sans costume masqué ou autre harnachement bizarroïde. Je dus m'incliner. Il débarqua avec son ombre, son chat, qui voltait, caracolait, cabriolait tel un papillon ivre. Il n'arrêtait pas de courir partout, de se vautrer sur la pelouse du jardin, de se faufiler entre les jupes des dames, de se cacher sous les tables, de se servir de poissons directement de la cuisine, avant même que les tables ne fussent desservies, d'investir toutes les chambres jusqu'à tomber sur la frimousse de Cathy, la chatte du maître des lieux, qui l'enroula immédiatement et emmena derrière un buisson. Michel, lui, les mains dans les poches de son pantalon, découvrait l'immense chalet et ne cachait pas son admiration. L'emplacement de celui-ci entre ciel et terre, le panorama qu'il permettait, le calme qu'il assurait, la sérénité qu'il promettait le ravir. Une dame s'approcha de lui et sur un ton faussement aristocratique, l'interpella sur l'absence de son déguisement. Il lui répondit, sarcastiquement, « Mais, madame, je suis né déguisé. Nous sommes tous nés déguisés. La vie n'est rien d'autre qu'un bal masqué. » À partir de 22 heures, les premiers invités firent leur entrée, annoncés par des coups de gong et accueillis par des gardes d'opérette, des culturistes noirs et basanés et des mannequins reconvertis en torchées humaines. Ceux et celles qui oublièrent de se dessaisir de leurs portables en furent délestés par des vigiles courtois mais inflexibles. Interdiction totale de prendre la moindre photo, de partager le moindre selfie, de réaliser la plus courte vidéo. Bientôt plus de 200 invités cosmopolites, plus baroques les uns que les autres, piétinaient les dalles rouges, les carreaux blancs et la pelouse verte du jardin, ripaillaient, buvaient, riaient, se courtisaient, charmaient. Pendant ce temps, dans son pavillon, Patrice, qui ne s'était pas encore montré, se déguisait en padishah, couvert d'or et de bijoux, le visage caché derrière un masque doré qui rappelait celui du fantôme de l'opéra. Il portait sur la tête une véritable couronne sertie de pierres précieuses, conçue pour l'occasion par un joaillier parisien. Autour du cou une rivière en or massif brillait. Une pléthore de richesses et d'arrogance digne des 1001 nuits. Patrice poussa l'exubérance jusqu'à disposer un vrai trône dans le jardin et reçut les allégeances de ses sujets. Le roi était installé, les festivités pouvaient commencer. Les invités se pavanaient avec leurs déguisements, aussi loufoques les uns que les autres, qui en Louis IV, qui en Catherine de Médicis, qui en Casanova, qui en Charazade, qui en Robespierre, en Princesse Diana, en Voltaire, en Marianne, en Mahatma Gandhi, en Marilyn Monroe, Suleiman le Magnifique, Reine-Mère, Mozart, qui même en chauve-souris. Chacun rivalisait d'ingéniosité pour s'assurer une invitation l'année prochaine. Michel refusa de se présenter devant Sa Majesté. Il choisit un arbre au fond du jardin, s'adossa au tronc et ouvrit une bouteille. Devant lui s'étalait la corniche de Tanger avec l'interminable chantier de la nouvelle marina, la longue plage qui, telle une peau de chagrin, rétrécit à vue d'œil, sa lignée d'immeubles invalides qui s'adossent les uns aux autres tels des soldats estropiés et une multitude de réverbères à la lumière tamisée, invitant à l'oisiveté. Lorsque le roi en eut assez du défilé des robes et des costumes insolites, il leva la séance et autorisa ses sujets à ripailler. On servit alors les victuailles et les spiritueux au son de Maria Callas et de Pavarotti. À minuit passé, le disco se substitua à l'opéra. On exigea le karaoké et chacun fit vibrer ses cordes vocales sur sa chanson préférée. Les masques tombaient et les corps se dénudaient. Certains se jetaient à la piscine, balançaient qui son slip, qui son caleçon, qui son string, barbotaient dans l'eau, tournaient en rond, faisaient la queue leu, se regroupaient pour se séparer et se séparaient pour se regrouper. Les esclaves de Sa Majesté se saoulaient. Les sujets de Sa Majesté forniquaient. Le royaume de Sa Majesté délirait. Tout était permis, surtout les interdits. Une soirée branchée se devait de débrancher toutes les pudeurs. Des couples se formèrent dans la piscine, sur la pelouse, sur un canapé, contre un mur. C'était le triomphe de la partouze, du Kamasutra. Les privilégiés, ceux qui font partie du sérail, avaient droit à la chambre rose.
Rien ne s'y trouvait hormis 2 tables oblongues qui se guignaient et sur lesquelles s'étalaient des raies de poudre blanche. On y entrait, on se courbait, on sniffait et on en ressortait plus émoustillé et prêt à davantage de folie.